Je vous rappelle que le Club Crescendo by VMF s'adresse aux personnes qui sont en forte activité professionnelle et familiale et qui n'ont pas toujours des horaires qui sont adaptés aux activités classiques proposées en nombre par les délégués départementaux des VMF. Et notre but est à terme de vous offrir des webinaires comme ceci, mais aussi des visites, des rencontres, des afterwork, des cocktails, des visites, des voyages. On espère tous pouvoir se retrouver bientôt une fois qu'on pourra ressortir, et on vous prépare un week-end à Épernay en octobre, une première série sur les amoureux du patrimoine qui vous permet de faire la rencontre de gens qui ont une propriété et qui vont nous raconter leurs expériences et leurs aventures humaines en lien avec ces propriétés. Et puis la deuxième série de webinaires, les artisans d'art. Si vous êtes là ce soir, c'est que vous avez compris que c'était un de nos thèmes fétiches. Et nous partons à la rencontre des acteurs du patrimoine vivant qui font vivre nos traditions, mais aussi qui innovent pour garder ces savoir-faire dans l'air du temps. Ce soir, nous avons la chance d'être avec François-Xavier Richard de l'atelier Dauphard, que je remercie infiniment de s'être rendu disponible. Ça va vraiment être une très belle rencontre ce soir. François-Xavier, on vous voit bien maintenant, tout le monde peut vous voir avec votre beau fond avec tous les papiers peints derrière vous. Je vais juste faire très rapidement un petit résumé du sommaire pour que tout le monde sache un peu comment on va procéder là. On va d'abord parler de votre expérience, François-Xavier. Ensuite, on va avoir la chance d'avoir une petite visite de l'atelier par vos soins pour nous montrer un petit peu comment ça se passe chez vous, même si à 20h, bien évidemment, l'activité n'est pas celle de la pleine journée. Et puis après, on reviendra ici même pour parler d'échantillons, de papier peint, de restauration. Ensuite, on parlera d'innovation, parce que c'est quand même un point important de ce que vous faites à l'atelier Dauphard. Et enfin, on terminera, en fonction du temps qu'on a, par un petit point sur la communication digitale, qui est très très bien faite par l'atelier Dauphard et que je trouve important de noter. Et enfin, on prendra des questions. Et donc, tout au long de cet entretien, je vous invite chacun et chacune à poser vos questions via l'option sur Zoom. Une partie des questions, j'en suis sûr, nous y répondrons lors de l'entretien. Mais pour celles pour lesquelles nous n'aurons pas de réponse, nous essaierons de revenir dessus à la fin de cette heure. François-Xavier, c'est à vous. Racontez-nous un peu comment vous en êtes venu au papier peint et comment et quand vous avez créé l'atelier Dauphard. Eh bien, bonsoir à tous. J'ai créé l'atelier Dauphard il y a 20 ans maintenant. En fait, suite au constat d'un manque énorme dans le domaine, c'est-à-dire que le papier peint à la planche, ce qu'on appelle le papier peint à la planche, a disparu quasiment dans les années 40. Alors, il reste évidemment une ou deux entreprises, alors une connue en France qui s'appelle Zuber, et une, par exemple, en Angleterre qui s'appelle Collinson, qui continue à imprimer des papiers peints à la planche sur des planches d'époque. Et toute l'idée de l'atelier Dauphard, c'était de réhabiliter cette technique en introduisant les technologies nouvelles pour pouvoir alors proposer des reconstitutions pour les monuments historiques et pour les édifices du patrimoine, et aussi pour la création, ce que l'on développe de plus en plus depuis une dizaine d'années. Et votre parcours à vous, ça c'est l'atelier, mais vous avez fait quoi comme études? Pourquoi le papier peint exactement? Comment c'est venu dans votre vie? Alors, le papier peint, c'est complètement un accident. J'ai fait l'école des Beaux-Arts d'Angers et je pensais m'orienter plutôt vers le théâtre. Je voulais faire de la mise en scène et de la scénographie. Ça a été mon orientation tout au long des Beaux-Arts et avant les Beaux-Arts même, c'était une aspiration très forte. Et basiquement, il a fallu que sortant de l'école des Beaux-Arts, j'avais 2 enfants, il fallait que je nourrisse une petite famille. Et j'ai cherché d'abord à être enseignant, ce qui était un peu plus compatible avec une vie de famille dans un premier temps. Et je suis tombé au moment, enfin si je puis dire, au moment où on proposait en Anjou une expérience pédagogique qui s'appelait métier-études.
Et l'idée de cette expérience, c'était de montrer à de bons élèves qu'on pouvait se servir de ses mains et de son cerveau en même temps. Et je trouvais l'idée extrêmement intéressante et importante, vu la dévalorisation des métiers manuels dans l'enseignement général, enfin dans l'éducation en général même. Et je trouvais le défi hyper intéressant. Et il cherchait un plasticien pour monter un atelier de papier peint à la planche que je ne connaissais pas du tout à l'époque. Et donc, j'ai dit OK, j'ai répondu présent et j'ai découvert à cette occasion le papier peint à la planche. J'ai enseigné dans cette formation pendant 3 ans. Mais en fait, dès la fin de la première année, une entreprise qui travaillait en partenariat avec ce projet, une des deux dernières, il y avait Zuber, mais il en restait une encore à l'époque, qui s'appelait Moni, suivait, parrainait le projet, m'a demandé, le gérant de cette entreprise m'a demandé de le rejoindre à la fin de cette première année d'enseignement pour reprendre cette société. Et en fait, bon, il s'est avéré que la société n'était pas du tout en forme et a été rachetée au bout de 6 mois par son concurrent Zuber. Et donc, de là est née l'idée de monter mon propre projet sur cette idée d'introduire les nouvelles technologies, donc le numérique, les matières polymères, etc., dans un métier artisanal pour le faire revivre et surtout sans le dénaturer. Vous aviez quel âge? J'avais 27 ans. Ouais, donc, c'était quand même assez jeune pour une, entreprise. C'était assez jeune, puis c'était assez audacieux parce que moi, je suis pas du tout de ce milieu-là au départ. Et donc, c'était une passion qui est née et une entreprise qui est née d'un papier, d'un crayon. J'avais absolument aucun moyen pour monter cet atelier. Donc, tout a été fabriqué maison. Alors mon père m'a beaucoup aidé et m'aide beaucoup depuis le début de cette entreprise, même s'il n'était pas du tout dans le domaine. Il s'est passionné pour le projet et donc il m'a beaucoup aidé en m'aidant à fabriquer, concevoir et fabriquer tout l'outillage, toutes les presses, etc. Et donc ça a été une aventure qui serait très long de raconter parce que ça a été vraiment des bouts de ficelle et des bricolages au départ. Et aujourd'hui, on arrive à un certain niveau, ou à un niveau, je dirais, certain, de maîtrise technique qui fait que dans le domaine notamment des monuments historiques, on a une notoriété qui maintenant nous précède. Aujourd'hui, l'atelier, quelles sont ses activités principales avant qu'on parte sur la visite? Qu'est-ce que vous faites? On a parlé un peu de reconstitution, mais quels sont les différents types de projets sur lesquels vous travaillez avec le papier peint? Alors, au fur et à mesure que j'ai développé l'activité de l'entreprise, je me suis rendu compte que ce qui était vraiment le moteur de cette entreprise, c'était le papier. Et aujourd'hui, on se présente plus comme ennoblisseur de papier, c'est-à-dire qu'on transforme le papier de multiples manières. Donc, on est au départ beaucoup sur le papier peint en reconstitution pour les monuments historiques ou en réédition pour des décorateurs ou pour des projets pour le cinéma, etc. On développe la création depuis une dizaine d'années en traitant de plein d'autres types de papier et également en ayant développé une démarche écologique autour du recyclage de nos chutes de papier et en remettant au goût du jour ce qu'on appelle le carton-pierre, qui est l'ancêtre du staff, pardon. Et donc, c'est une technique que j'ai retrouvée pour un peu comme dans l'idée du papier peint à la planche, non pas par nostalgie d'un savoir-faire ancien, mais parce qu'il apporte une spécificité, une qualité qu'on n'a jamais réussi à égaler. Et on a abandonné en fait beaucoup le papier peint à la planche au profit de papier peint très industrialisé. On a énormément démocratisé et multiplié les décors en papier jusqu'à, je pense, une certaine forme de saturation après la deuxième moitié du XXe siècle. Et le carton-pierre, c'est pareil, on l'a abandonné pour des raisons industrielles, où on l'a remplacé par ce qu'on appelle le linoléum. Et voilà, et donc toute l'idée, ça a été d'essayer de retrouver ces techniques pour renouer avec la qualité de la main, un certain regard aussi sur le monde qui nous entoure. Bon, l'écologie en fait partie, évidemment, mais pas seulement, toute la dimension artistique aussi des métiers d'art, parce que ce sont des métiers dans lesquels on n'est pas simplement dans une répétition, une reproduction
du geste. On est dans une recherche permanente du geste et on est dans une exploration de la matière qui ne s'arrête à peu près jamais. Le papier est un univers extrêmement vaste. Et donc, j'en ai parcouru qu'une toute petite partie, mais voilà, on a déjà développé pas mal de choses. Alors, avant de rentrer dans les détails, que vous nous montriez justement un peu cette matière et tout ce qu'on fait, je vous propose, si ça vous va, qu'on aille faire la visite de l'atelier. Oui. Ça, pour tous ceux qui nous regardent, ce sera beaucoup plus tangible de voir un peu. Alors attention, ça va bouger, je préviens nos téléspectateurs. Il y a juste une chose, Florent, j'arrive pas je ne sais pas pourquoi, à mettre la caméra dans l'autre sens, donc ça va être un petit peu bizarre. Je vais être vos yeux. Alors voilà, messieurs. Donc là, voilà, on va aller au niveau de la première partie, je dirais. Alors, la première partie que je ne montre pas, c'est la gravure des planches, tout le travail sur les planches, parce que c'est un savoir-faire qu'on a déposé et qu'on a développé, mais et qui donc toute la partie nouvelle technologie. Bon, qui en plus, en termes d'image, n'est pas forcément la plus sexy, mais qui en tout cas est vraiment la base de notre travail. Là, par exemple, vous avez un exemple d'un document ancien qu'on doit reconstituer et d'une planche qui vient d'être gravée. Je ne sais pas si, du coup, moi, je vois pas très bien ce que je filme. On voit très bien. On voit très bien la planche. Ok. Voilà, et donc une fois que la planche est gravée, la première étape consiste à fabriquer les couleurs qui sont faites à base donc, de pigments en poudre, comme ceci. Ces pigments, c'est vous qui les fabriquez? Alors non, ça, toutes les bases aujourd'hui, on les fait fabriquer pour nous. Le papier est fabriqué notamment en Allemagne sur des problématiques de conservation qui sont importantes par rapport aux chantiers sur lesquels on travaille. Mais alors, on ne peut plus trouver certaines origines de ces pigments, enfin, c'est certains de ces pigments d'origine naturelle. Le rouge, notamment, c'était une cochenille, on n'en trouve plus, ou ce sont des pigments qui sont plus très, très valables. Tout ce qui est origine animale, on ne peut plus les trouver. Voilà. La seule chose qui est d'origine animale, mais qui est encore très utilisée dans les métiers d'art, c'est la colle de peau de lapin. Donc, c'est ce qu'on appelle, nous on fabrique tous ces papiers à base de pigments et de colle de peau de lapin, qui est une colle qui s'utilise à une certaine température et qui nous donne ce qu'on appelle une détrempe. Et donc, une fois qu'on a fabriqué les planches et fait les couleurs, on va passer à l'impression. Alors, je ne vais pas vous faire de démonstration parce que c'est évidemment, comme vous l'avez dit, toute l'équipe est partie à cette heure-ci. Mais vous avez ici la planche qui a été donc gravée et ici la presse donc qu'on a fabriquée. Alors, je vais essayer de poser quand même le téléphone. Je ne sais pas si ça va marcher. Voilà. On va essayer de se mettre un petit peu comme ça. Le principe de l'impression n'est pas très compliqué. La planche ici va être retournée comme ceci. Et on va étaler notre couleur sur cette table qui est une table, en fait, c'est un bac qui est rempli d'eau. Ce qui va permettre, quand on va venir mettre la couleur ici, quand on va venir appliquer la planche dans la peinture, avec le mouvement de l'eau, de bien ancrer la surface de la planche. Et ensuite, on va venir se caler ici avec un système. Alors, on a adapté un petit peu tous les principes du 18e aux outils d'aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si vous le voyez là, on a un système de calage ici avec un principe de faisceau laser qui va nous permettre de caler notre couleur. Et donc, on va reporter à chaque fois j'essaie de réorienter les choses, voilà. Une fois qu'on a ancré la planche, on va venir la poser, caler le papier, puis on va venir poser la planche sur le papier et on va venir presser la main sur le papier. Donc, quand on va enlever le tampon, on aura imprimé un raccord et on va répéter la même opération sur l'ensemble des papiers. Là, on est en échantillonnage. Comment ? Là, on voit un exemple sur la longueur.
du papier? Alors, ça, c'est un échantillonnage, donc c'est un petit peu particulier. Là, la période, faut le dire, la période est un petit peu compliquée parce qu'on a 2 cas de Covid chez nous qui font qu'on a été obligé de mettre l'équipe à l'abri. Donc là, moi, je suis tout seul et je fais juste de l'échantillonnage pour différents projets. Et puis, je mets au point différents échantillons. Comme ici, je suis en train de faire une teinture de tontis. Alors la tontis, je vous montrerai des exemples tout à l'heure, mais c'est le fait de coller de la poudre de soie sur le papier. Et donc là, on a différentes soies qui ont été teintées et qui sont en train d'être mélangées et séchées puis tamisées et qui vont servir ensuite à faire des papiers dont je vais vous montrer quelques exemples. Je vous expliquerai à peu près la technique avec ce tambour qui est la caisse dans laquelle on fait défiler le papier pour le recouvrir de cette poudre de soie. Est-ce que vous pouvez nous montrer un peu la vue d'ensemble de l'atelier pour qu'on se donne une idée simplement de la taille quand même que ça représente? Alors, là, je ne sais pas si vous voyez un petit peu. Voilà. Donc, combien de personnes travaillent dans cet atelier normalement? Comment? Combien de personnes travaillent dans l'atelier dans la journée? Alors, on est 4 en atelier et plus 2 au bureau. Donc, les compagnons qui travaillent ici doivent savoir tout faire. C'est-à-dire les couleurs, lancer une gravure de planche. Là, vous avez une deuxième presse sur laquelle on a un autre dessin historique également, qui est un dessin qu'on avait réalisé pour la maison Aubé à Bruxelles. Et donc, les compagnons ici doivent à peu près savoir tout faire. Bon, là, vous avez une autre partie, je ne sais pas si vous voyez. Voilà, vous avez toute la partie gravure de planche qui est ici dans le fond. Et puis, on a une autre partie d'atelier. Hop, ça va? Personne n'a trop mal au cœur? Non, non, c'est parfait. Bien stabilisé. Ok. Donc ça, c'est alors, chaque jour est un peu différent ici. Donc là, vous voyez, c'est la grande table sur laquelle, vous avez la bobine de papier ici sur laquelle on va d'abord coucher les fonds. Et donc, vous avez cette grande table ici que je vais longer qui nous permet de coucher les fonds. Mais vous voyez qui aujourd'hui est recouverte de plein de choses, dont des éléments en carton-pierre pour faire un plafond avec des écailles de carton-pierre comme ceci. Donc, c'est un matériau dont je vous parlerai après. Voilà. Et puis, un autre bout d'atelier qui est là-bas, qui est celui dans lequel on fabrique le carton-pierre. Alors, pareil, je ne peux pas vous montrer le carton-pierre aujourd'hui. Hop. Et c'est éteint, voilà. Donc, il y a encore un autre atelier ici. Qui est l'atelier dans lequel on fabrique en fait, c'est une pâte qu'on va fabriquer à partir de papier, de notre papier qu'on recycle. Alors, je vais essayer, hop, je vais vous amener là. Voilà, on rebroie notre papier sous forme de copeaux comme ceci. Et ces copeaux vont être rebroyés, remis à l'état de pâte à papier comme ceci. Donc là, vous avez une pâte à papier. Et cette pâte à papier va être mélangée avec du carbonate de calcium, mélangée dans un pétrin de boulanger. Et on va fabriquer une pâte que l'on va ensuite laminer sur là qui est encombré, je dois le dire. On va laminer ici pour fabriquer des plaques qu'on va ensuite mouler dans nos planches gravées. Merci beaucoup. Merci, parce que vraiment, c'était, on s'y croit. Je ne sais pas faire grand-chose de mes dictats, contrairement à vous. Donc, je ne dirais pas que je pourrais vous aider, mais en tout cas, on comprend beaucoup mieux comment ça se passe. J'ai une remarque qui est que ça a l'air à la fois très petit, dans le sens où le sentiment que ça nous donne, c'est que comme vous disiez, vos compagnons doivent savoir un peu tout faire. Il faut réorganiser les parties de l'atelier en fonction du travail que vous êtes en train de faire. Et donc, en fait, l'atelier, il est mouvant en permanence. C'est pas. Oui, complètement. C'est un atelier qui est complètement modulaire et qui change en fonction des projets et en plus des projets qui peuvent être extrêmement différents. C'est-à-dire qu'on peut être, par exemple, en ce moment, en monument historique, on est sur la Villa Perrusson, pour laquelle on a juste quelques petits bouts d'échantillons.
Voilà, ça c'est tout ce qui nous reste d'un papier peint qui a été retrouvé sous un plâtre. Donc voilà le type de document sur lequel on va devoir travailler. Donc on a une grosse partie de travail de recherche. Et en parallèle, on va être en train de travailler, par exemple, pour la maison Guerlain, pour laquelle on fait on fait de la matière en carton-pierre. Donc, c'est effectivement un atelier dans lequel parce que nous, on fabrique, on n'a pas de catalogue, on n'a qu'une collection, si je puis dire, mais quand même une collection de 450 documents maintenant, dont la plupart sont des documents historiques. Plus toute la partie création. Et donc, chaque jour étant un petit peu différent, effectivement, l'état dans lequel vous avez vu l'atelier aujourd'hui n'est pas forcément représentatif parce que on a sorti le tambour à tontis qui va disparaître dans 15 jours pour donner place à d'autres choses. Voilà. Sur, sur le projet de restauration, parce que vous avez sorti là, et je pense que c'est quelque chose forcément qui tient à cœur des adhérents des vieilles maisons françaises. Quelle est un peu la philosophie que vous essayez de mettre en place? C'est-à-dire que vous disiez, là, par exemple, on n'a pas grand-chose, il faut faire des recherches et en même temps, il va falloir recréer ce décor. Qu'est-ce qui vous anime? Est-ce que c'est de recréer l'objet en lui-même? C'est de retrouver le savoir-faire qui permet de faire cet objet? Comment vous définiriez ça? Alors pour nous, c'est vraiment de retrouver le savoir-faire et le geste qui va avec, parce que une image peut être reproduite, un geste aussi d'une certaine manière, mais la personne qui est derrière ce geste et le savoir-faire lié à cette personne n'est pas nécessairement reproductible. Donc c'est pour ça que moi, j'ai pas le sentiment de dénaturer la qualité de ce qu'on appelle un papier peint à la planche en ayant intégré les nouvelles technologies dedans. J'en veux pour preuve qu'on est 4 compagnons en atelier, on a chacun notre manière d'aborder chaque tâche, la couleur, l'impression. La couleur est un bon exemple. On a tous notre vision aussi et notre approche des couleurs, notre sensibilité par rapport aux couleurs. Et par rapport à l'objet lui-même, j'ai un grand respect pour les documents anciens que l'on retrouve. Ils sont conservés, etc. La conservation de ces documents est extrêmement importante. Mais pour moi, en ayant fait un petit séjour au Japon, j'ai complètement adhéré à leur vision des choses qui consiste à en fait préserver non pas les objets en eux-mêmes, ce qui n'est pas la partie la plus importante, mais le savoir-faire qui va avec. Je pense que pas mal de nos auditeurs le savent. Le temple d'Issé, par exemple, qui est le temple à l'origine du shintoïsme, est détruit tous les 30 ans pour être reconstruit entièrement. Parce que ce n'est pas le temple lui-même qui est important, c'est tous les artisans et les savoir-faire qui sont transmis depuis des siècles. Et nous, alors d'abord, le papier peint, c'est un support relativement récent, puisqu'il date de la fin du XVIIe siècle. Et il était aussi fait pour une certaine profusion, une certaine diffusion, et donc il est fait pour être produit, mais la technique que l'on utilise fait que chaque fois qu'on le reproduit d'une certaine manière, il est différent, puisqu'on dépend notamment de l'imprimeur, on dépend des conditions climatiques dans lesquelles on va travailler, etc. Et donc nous, moi je suis très très attaché à cette dimension de savoir-faire et de geste derrière cette technique. Un projet de restauration, de reconstitution comme ça s'étale sur combien de temps? Lequel? Celui de la Villa Perrusson, par exemple? Par exemple, en gros, ce que j'essaie de comprendre, et ça peut intéresser certaines des personnes qui nous écoutent, j'en suis sûr, c'est voilà, si j'ai un projet de restauration, je viens vous voir, comment ça se passe en fait? Alors, Quel est le processus pour devoir passer? je vais vous en prendre un qui est un peu un de nos chouchous, un petit peu un de nos chouchous depuis maintenant quelques années. C'est la pharmacie Santa Maria Novella de Florence. Donc là, vous avez le document d'origine. Donc comme je vous le montrais tout à l'heure, il y a des fois, on a moins de chance, il manque pas mal d'éléments. Là, on a la totalité du dessin.
On va scanner le document, on va redessiner entièrement chaque partie, chaque couleur à l'ordinateur. L'idée, c'est surtout pas de photoshopper, c'est pas de l'image, enfin c'est pas de la photo. C'est vraiment redessiner, parce que nous on doit redessiner la planche qui va permettre d'imprimer le papier. Donc c'est un travail de graveur, c'est le regard du graveur sur le dessin qui est très important. Et ensuite on va donc avoir, là c'est un dessin qui est en 8 couleurs. Plus le fond. Et donc, on va devoir graver 8 planches et on va ensuite imprimer, comme je vous l'ai montré tout à l'heure à la détrempe, les 8 couleurs. Et là, je vais vous montrer la reconstitution en vous précisant une chose, c'est que vous voyez peut-être à l'écran, je ne sais pas si vous voyez qu'ici, il y a des zones un peu bleutées. Ils l'appelaient le salon bleu et on leur a expliqué qu'en fait, c'était une oxydation du cuivre et qu'en fait, le papier allait être complètement doré. C'est une poudre de cuivre qui s'est oxydée, qui a viré au bleu, mais le papier était bien. Voilà. Alors, je vais essayer de vous trouver un petit morceau. Je vais essayer de vous trouver un petit morceau d'où on est. Voilà, hop. Voilà, vous avez ici un élément de l'ancien et vous avez la reconstitution ici. Je ne sais pas si c'est bien clair sur le… Oui, on le voit bien là. Oui, merci. Voilà, et donc là, on a imprimé en 8 couleurs et couleur après couleur. En retrouvant les couleurs, alors évidemment, elles sont très passées. On fait appel aussi à nos connaissances par rapport à la question des pigments, etc., pour essayer de reconstituer les couleurs, en sachant que là, elles sont particulièrement passées. Dans d'autres cas, on va retrouver sous le recouvrement, c'est-à-dire l'endroit où le papier a été posé à recouvrement, on peut retrouver les couleurs beaucoup plus fraîches, les couleurs d'origine. Alors après, je peux vous montrer d'autres techniques et d'autres choses que l'on refait, puisque ça fait partie aussi de l'ADN de l'atelier, c'est de retrouver des techniques qui avaient un peu disparu, voire même totalement disparu, comme par exemple la tontise, qui est le fait de coller une poudre de soie, ce que je vous ai montré tout à l'heure dans le bac. C'est une poudre de soie collée sur le papier, qui était une des principales techniques du papier peint. Ou encore une autre grande technique dans le domaine du papier peint, qui est le gaufrage, avec le fait de mettre en relief un papier. Et donc, ici, en plus, la particularité de ce document qu'on a refait pour une… Alors, ils ont tous en plus une histoire. Celui que je vous ai montré juste avant, c'est un des plus anciens documents qu'on connaisse Enfin, pas des plus anciens, mais nous, on est très attachés à ce document. C'est un dessin d'un grand bonhomme du papier peint qui s'appelait Jean-Baptiste Réveillon, qui est une grande manufacture de papier peint à laquelle on est très attaché. C'est un de ces fameux dessins, un grand amas de 2 mètres de hauteur. Celui-ci, c'est la brasserie Augustiner à Munich. Et donc là, le papier a été gaufré. Donc pour gaufrer le papier, on a pressé le papier entre un positif et un négatif. Et ici, il a été préalablement recouvert de feuilles de cuivre, puis imprimé. Le verre a été imprimé avec une base à l'huile, toujours avec des bases naturelles. Puis on a gaufré et imprimé le sertissage marron du dessin. Voilà, il y a beaucoup d'autres techniques que l'on a travaillées dans le domaine du papier peint. Il faut savoir que c'est un des domaines dans lequel il y a eu le plus de dépôts de brevets. Donc, ça nous demande, nous, un gros travail souvent de recherche. Alors, il y a la recherche documentaire. On a fait dans nos derniers chantiers auxquels on tient beaucoup, il y a la maison natale du général de Gaulle, pour laquelle on a reconstitué ce très beau document avec une tontisse repiquée, qui est une technique aussi ancienne très particulière. Et c'est une maison dans laquelle on a fait un énorme travail de recherche documentaire. On a retrouvé une 50aine de documents anciens avec des papiers peints qui vont de la fin du 18e jusqu'aux années 1970. Et donc, en général, ces différents projets, entre le moment où vous en faites la demande, les recherches qu'il faut faire, le papier peint qui doit être recréé, on est sur une temporalité qui correspond à quoi? Quelques semaines, quelques mois, quelques années? Alors, c'est très, très variable. On aime bien montrer l'exemple aussi de Santa Maria Novella parce que on a battu un peu un record là-dessus. Pour celui-ci, on avait 25 rouleaux à faire. C'était quand même un des grands salons de la pharmacie de Florence, Santa Maria. On a mis 6 semaines entre la réception du document et l'inauguration du lieu. Il s'est passé que 6 semaines.
Bon, la maison du général de Gaulle, ça a été plus long, non pas en fabrication, mais parce que les délais, nous, entre les moments où on est allé faire toute la dépose des documents anciens, toute la recherche documentaire et la production des papiers, puis leur pose alors c'était au mois d'octobre, novembre l'année dernière. La fabrication sur un projet comme celui-ci, pour certains papiers, ça nous a pris 3 semaines ou 15 jours, ça dépend, c'est très, très variable. Et puis ça dépend effectivement aussi du temps de recherche que vous allez avoir. Évidemment. Voilà, par exemple, Oui. la Villa Perrusson, il manquait tellement d'éléments que on a lancé une recherche dans les collections spécialisées, donc le musée du papier peint de Rixheim, le musée des Arts Déco à Paris, la bibliothèque Forney. Si on ne retrouve pas le document d'origine, on est obligé de procéder du coup à un travail de dessin. Et donc là, moi, je fais un travail de proposition. J'en ai un, par exemple, assez marrant, sur lequel il manquait. Alors, c'est une thématique tout à fait charmante pour chambre d'enfants. Voilà. C'est la guerre 14-18. Et il manquait sur ce papier toute une zone de 10 cm ici de personnages, etc. Donc, il a fallu les redessiner dans le style du papier peint et du dessinateur de l'époque. Et moi, ça, c'est aussi une partie que j'aime particulièrement. Alors, vous nous avez montré différentes techniques. Il y a une question qui est posée qui demande si les papiers sont comme dans le passé à base de chiffon. Alors, nous, on travaille avec une pâte cellulose majoritairement. Ça n'empêche, on peut tout à fait l'utiliser. Pour certains gaufrages, par exemple, on utilise une pâte chiffon. On peut tout à fait travailler avec. Nous, il s'avère qu'on a aussi opté pour un papier qui répond à des normes strictes de conservation. Donc, c'est un papier qu'on a fait valider par des conservateurs et des restaurateurs du patrimoine. Mais en fait, nous, on travaille avec beaucoup de papiers très différents. Quand on est, par exemple, sur ce papier gaufré, on est en fait un doublage de 300 grammes et de 120 grammes. Donc, on est presque sur du carton. C'est un papier qui est très, très épais. Donc, on adapte aussi, on s'adapte au projet et à la demande. On a travaillé aussi sur papier Japon, par exemple. On travaille sur papier Japon. On a fait des choses alors plus en création, mais sur du papyrus. Ça, c'est du vrai, c'est du véritable papyrus. Voilà, je ne sais pas si par transparence on voit un petit peu la fibre du papyrus, mais voilà. Et ces différents projets, vous les faites les uns après les autres, ou est-ce qu'aujourd'hui, en fonction vous faites plusieurs projets en même temps et l'équipe en fait fait différentes parties du projet en parallèle? Alors, on est sur beaucoup de projets en même temps. Et tout un jeu de cet atelier, c'est de bien croiser les différentes étapes parce qu'on nous, en fait, on n'a pas de sous-traitance, on fait tout de A à Z. On fabrique même le support que je vous ai montré qu'on a gravé, on fabrique le support lui-même. Donc, là, par exemple, on est en même temps. Moi, je fais un travail de dessin pour le bureau de la Villa Perrusson, qui est une très belle demeure pour laquelle on fait plusieurs reconstitutions. La maison App en monument historique aussi à Bruxelles. Et d'autres projets. On fait une création en tontis pour une grande maison de luxe. Je pourrais citer que quand on aura terminé le projet, mais voilà. En parallèle, on fournit du carton-pierre avec ce projet de travail de cordage comme ça pour la maison Guerlain. On vient de livrer un projet pour la maison Chaumet. Et donc, on essaie d'harmoniser au maximum toutes les étapes. Par exemple, on va faire une teinture de tontis et le séchage pendant qu'une gravure de planche se fait, etc. Donc, on peut tout à fait travailler en parallèle. Et c'est une des idées aussi. Les gars ici sont, je dis des gars parce que ce ne sont que des gars, c'est pas forcément une volonté de ma part, ils sont normalement capables de faire tout un ensemble de tâches avec moi. Est-ce que vous faites des frises décoratives? Oui,
Alors oui, on a une collection d'une bonne cinquantaine de frises au moins. Oui, même une soixantaine de frises, je crois à peu près. Donc bah, c'en est une. Par exemple, ça c'est la frise d'un décor. C'est juste une frise d'un ensemble de décors. C'est-à-dire que vous avez, est-ce que je le montre à l'endroit où oui, c'est bon. Vous avez deux fois dans la hauteur la frise. Mais donc l'idée c'est de couper ici. Vous avez la première frise, c'est cette partie ici en bas. Et on a le papier qui va avec, qui reprend le motif de feuilles de vigne que vous avez ici bleues. Donc on a le papier peint qui est fait avec ces feuilles de vigne, etc. Cette frise, on a des frises de la fin du 18e, on a toutes sortes de frises, oui. Alors, on a pas mal parlé des projets de reconstitution, plutôt patrimoniaux, mais effectivement, vous avez commencé à nous teaser le fait que vous utilisiez des techniques modernes, même dans ces projets-là. Pour faire la transition, est-ce que vous pouvez nous montrer, au-delà du papyrus, un ou deux exemples de choses très contemporaines que vous auriez faites pour montrer que le papier peint, justement, c'est vraiment quelque chose de vivant avec des commandes qui sont même dans l'air du temps et pas que des projets de reconstitution? Alors, bah, un des premiers projets sur lesquels on est travaillé, qu'on avait beaucoup aimé, c'était un travail de livre-objet avec Miguel Barcelo et Michel Butor, l'écrivain, enfin le plasticien et l'écrivain. C'est un travail qui est fait, c'est un livre en fait qui est sorti, qui est imprimé à l'eau de Javel sur papier. Et donc, c'est un travail que l'on a fait en suivant en fait, l'approche technique de Miguel Barcelo. L'idée étant de faire un tirage de livres d'art, non pas photographique, une reproduction photographique de ce projet, mais une démarche artistique. Et donc, on a travaillé comme l'artiste Miguel Barcelo à l'eau de Javel sur papier, en impression. Et donc, ce qui va se passer à l'intérieur d'un motif, enfin d'un élément, est totalement aléatoire et c'est l'eau de Javel qui décide. Un autre projet sur lequel je disparais 2 secondes en essayant de coup. Voilà. Euh, un autre projet sur lequel on a travaillé avec un autre type de papier, c'est un projet pour le Palais de Tokyo qu'on a fait il y a quelques années maintenant. Sur du papier thermique, ça c'est du papier qui est utilisé pour les reçus de carte bleue, anciennement le fax, etc. Et donc l'idée de ce papier, c'est de réagir à la chaleur. Et donc là, c'était l'idée de faire une sorte de scanner de mur d'atelier avec des outils suspendus sur un mur d'atelier. Et donc l'image est obtenue sur ce papier par la chaleur. Et on a d'ailleurs utilisé pour ce faire notre fameux carton-pierre, qui est cette matière en fait qui est faite. Donc vous voyez, c'est des plaques comme ceci. Alors là, elle est relativement fine. Hein, on est sur du 2 mm à peu près, 2-3 mm d'épaisseur. Et donc c'est une matière qui est fibrée, qui est à base donc de papier mâché, de colle naturelle et de carbonate de calcium. Et il est en plus très intéressant parce que parmi les propriétés intéressantes de cette matière, c'est qu'elle est souple quand elle est humide et dure comme la pierre quand elle est sèche. Du coup, quand on l'humidifie, elle s'assouplit complètement. On peut lui faire épouser n'importe quelle forme. Donc là, vous voyez, on s'est amusé à customiser une chaise de cantine. Elle a épousé parfaitement la forme de la chaise de cantine et c'est complètement dur comme de la pierre. On peut la mettre sur des. Là, on en a par exemple sur du tube. Ça, c'est un tube de 7 mm de diamètre. Et donc, ça va suivre tout à fait le. Et alors, autre propriété intéressante de cette matière, elle est inenflammable et ça nous a permis en fait, de créer ces images sur ce papier grâce à cette matière en restant dans des matières entièrement naturelles et ne pas faire appel à des matériaux composites assez polluants. Certes, on en utilise, mais on essaie d'utiliser le moins possible. Voilà. Donc, il y a le papyrus. On a fait des choses sur papier japon pour des créations, notamment pour une exposition à Tokyo et à Pékin. Non, j'ai pas d'exemple là derrière moi. J'en avais pas préparé. Je suis Non, désolé. non, non, mais Voilà. on a déjà eu beaucoup d'échantillons et merci beaucoup. Moi, je voudrais revenir sur cette notion d'innovation. Vous avez parlé de votre attachement au geste et au fait de conserver le savoir-faire et en même temps, quand vous avez créé l'atelier,
et vous continuez à le faire aujourd'hui. Il y a ce souci, pour des raisons à la fois de rentabilité et d'efficacité, l'introduction de techniques modernes du numérique dans votre travail. Alors bien évidemment, comme vous nous l'avez un peu expliqué lors de la visite de l'atelier, vous ne pouvez pas nous parler en détail de toutes ces techniques. Le secret industriel est de mise, comme il l'était déjà au temps des grandes manufactures. Ouais. Mais est-ce que vous pouvez nous expliquer les différentes étapes euh, où ce numérique est introduit et celui où aujourd'hui ce serait vraiment impossible de recréer les papiers avec des coûts qui sont ceux d'aujourd'hui. En fait, je dirais tout simplement, d'une certaine manière, pour nous, le numérique, c'est la gouge et le maillet. C'est pas, moi, j'attends pas d'un ordinateur qu'il crée quelque chose. J'attends d'un ordinateur qu'il suive exactement le geste du créateur. Donc, on dessine à l'ordinateur et c'est la seule place du numérique d'une certaine manière. Enfin, la gravure est pilotée par ordinateur. Mais par exemple, quand on fait un travail de gaufrage, donc de mise en relief d'une plaque. Vous voyez, grâce au numérique aujourd'hui, avoir du détail comme celui que vous avez sur ces plaques-là à la main, ça devient totalement rédhibitoire. L'informatique le permet, mais par contre, toutes les parties ici de fleurs, etc., sont retravaillées à la main. Il n'est pas question. En fait, l'idée, c'est vraiment c'est vraiment de remplacer une évolution comme la gouge l'était. Sinon, autant rester au silex ou revenir à des outils assez primaires. Mais pour moi, ça ne va pas plus loin. C'est-à-dire que la création, elle est dans la tête de celui, dans le geste de celui qui va exécuter. Elle n'est pas contenue dans des données numériques. L'autre partie qui fait appel à des technologies nouvelles, c'est les matières que l'on grave, parce que le problème du bois, c'est qu'il s'use. Et donc, c'est un outil de production qui disparaît relativement rapidement. Par ailleurs, nous, nos planches elles ont un autre intérêt, c'est qu'elles sont très fines. Elles sont de la finesse de la gravure, en fait, de l'épaisseur de la gravure et un petit peu plus, ce qui nous permet de stocker beaucoup de planches dans un espace. L'espace que je vous ai montré de l'atelier, il y a notre collection de planches que vous n'avez peut-être pas eu le temps d'apercevoir, mais qui est contenue dans l'atelier parce que alors des planches en bois, on serait sur des épaisseurs de 5-6 cm minimum. Et donc, rien que le stockage de ces planches est énorme, les conditions de stockage, etc. Or, je pense, quand vous voyez les papiers, bon, à l'écran, c'est toujours plus compliqué, mais quand vous touchez ces papiers, quand vous les voyez en vrai, à mon avis, vous voyez bien que ça ne dénature pas la qualité de ces produits. C'est vraiment dans les bases utilisées pour imprimer ces papiers que toute l'attention doit être portée en termes de qualité de produit et le geste de l'imprimeur. On sent que vous pourriez nous converser sur le sujet pendant très longtemps et nous montrer encore beaucoup d'autres papiers peints. Je voudrais, pour pas qu'on déborde, juste parler d'un dernier sujet qui est un peu particulier, puisque ce n'est pas celui du papier peint, c'est celui de votre communication digitale. Ouais. La raison pour laquelle j'aborde ce sujet-là avec vous, c'est d'abord parce que vous le faites très bien, et on va y venir, mais aussi pour, je pense, certaines personnes qui nous écoutent, qui ont des propriétés qui sont soit ouvertes au public ou qui ont des animations, qui font des animations et qui ont besoin de communiquer autour de leur patrimoine. Je pense que c'est un sujet qui mérite d'être mis en lumière parce que ça peut aider tout le monde et l'atelier Dauphin le fait particulièrement bien. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous y êtes venu? Alors aujourd'hui, pour expliquer un peu à nos téléspectateurs, vous êtes sur Facebook, vous êtes sur Instagram, vous êtes sur LinkedIn, vous êtes sur YouTube. Donc vous êtes vraiment, vous faites du 360, comme on dit en marketing digital aujourd'hui. Comment vous y êtes venu et quel est un peu l'intérêt que vous y voyez aujourd'hui de ces réseaux sociaux? Alors, j'y suis un peu venu comme le papier peint, malgré moi. Je ne suis pas de cette culture-là à la base, mais je crois les gens qui sont enthousiastes et qui savent utiliser ces outils
Dieu sait si ce sont des outils qui peuvent être très mal utilisés, sur lesquels la qualité des photos, le côté vivant, etc., est assez catastrophique. En fait, moi, ce qui n'est pas très compliqué, d'une certaine manière, j'y peux pas grand-chose. J'ai en fait, il me traîne dans les pattes un jeune homme depuis un petit moment maintenant qui s'appelle Simon Plumcock, qui est en fait le meilleur copain de ma fille qui fait des études d'archi d'intérieur et de design, et de mon fils qui fait aussi des études de design. Et l'air de rien, comme ça, par mes enfants, par des jeunes, beaucoup de jeunes qui viennent en stage, etc., ici, il y a une espèce de vie, presque d'une sorte de coworking un petit peu sous-jacent et pas forcément, et pas du tout calculé, qui est complètement, voilà, qui est sur la base de l'enthousiasme et de l'envie. Cette jeunesse qui me traîne pas mal dans les pattes, mais ce que j'aime beaucoup, et chacun y trouve son équilibre. Eux aiment beaucoup l'atelier parce que je pense qu'ils sont tous dans des études dans lesquelles il manque beaucoup le contact avec la matière et avec la réalité du terrain. Ils sont pas toujours, ils font certes des stages, mais ils sont quand même beaucoup dans la théorie. Et il voit ici tout le travail de recherche, toute l'application autour d'une matière, la manière dont on pousse le plus loin possible et toujours plus encore la matière. Et c'est une sorte d'échange de bons procédés, c'est presque une sorte de troc de savoir-faire. Donc, ce jeune homme vient travailler là pour lui-même. Il a un coin de bureau s'il veut. Il sait qu'il peut venir quand il veut. Et il est là, c'est des jours, par exemple, il sait que dans 2 jours, on fait de l'attentis. Il vient, il sera là, il va faire un bout de vidéo, un bout de photo. Évidemment, on le rémunère sur ce qu'il fait. Mais il y a aussi toute une partie du travail qui se fait naturellement dans cet échange, en fait. Et qu'est-ce que vous essayez qu'est-ce qui est montré? Alors on va essayer de montrer des slides du compte Instagram qui est vraiment très très beau visuellement et mais qui est dans la photo. Vous parliez aussi de vidéo. On a vu, et c'est un bon exemple pendant ce webinaire qu'on a fait quand même cette visite un peu virtuelle, vous avez réussi même à nous montrer un petit peu un début de geste. Euh, qu'est-ce que ça vous apporte? Est-ce que ça apporte de la notoriété? Est-ce que ça apporte du contact avec des clients, avec une base de passionnés? Qu'est-ce que... Alors nous, un peu de tout, mais moi je pensais pas que ça allait apporter autant de visibilité de clients du coup, mais on a carrément nous des clients qui sont arrivés par les réseaux sociaux, alors notamment des parutions. On a par exemple notre distributrice américaine qui aujourd'hui nous représente aux États-Unis est arrivée par l'Instagram d'un décorateur. Elle a vu un travail qu'on a fait avec lui, elle a beaucoup aimé, elle nous a contacté directement après avoir vu ce travail et puis on a commencé cette relation et voilà. Donc moi, je suis pas un sceptique de base. J'aime bien les gens qui ont des idées et de l'envie. J'aime moins les gens qui sont toujours à reculons et en retrait, et qui sont toujours à bougonner. Et voilà. Même si je suis de tempérament un petit peu bougon, j'aime bien voilà. Alors, toute idée n'est peut-être pas bonne à prendre, mais en tout cas, mérite peut-être de l'entendre au moins une fois. Et pour moi, les réseaux sociaux, c'était un petit peu la soupe au début. Et je pense que on essaie juste de montrer la vie de notre atelier, la réalité de ce qu'on fait. Il n'y a pas tant de mise en scène que ça. On est dans je pense, un rapport assez simple et assez sain avec ce que l'on fait. Et ça correspond aussi à notre atelier, c'est-à-dire que nous, on n'est pas dans le carcan d'un catalogue, ou on n'est pas dans un savoir-faire figé dans le temps, on n'est pas dans un savoir-faire non plus figé dans un style ou dans, moi, vraiment, c'est cette envie toujours d'ouvrir, notamment parce que je viens pas de ce milieu à la base, donc j'ai aucun complexe. Je suis un pur béotien et donc j'aime bien cette approche-là. Et donc, peut-être que ça se ressent dans les réseaux sociaux. J'aurais même pas de formule toute faite à vous donner, d'autant que ce jeune homme, notamment, qui s'occupe des réseaux, et puis bon, de ma fille qui fait des photos régulièrement, mon fils aussi. Euh,
Moi, ce que j'aime, c'est leur regard assez frais, assez nouveau sur ce qu'on fait, parce que nous, ça nous fait aussi Ça fait aussi un pont entre générations, finalement. Oui, alors ça, moi, je crois beaucoup. Et je crois beaucoup qu'on s'apporte mutuellement. Nous, on a apporté à la jeune génération un côté un peu plus tangible. Je pense qu'ils sont un peu trop virtualisés, si vous me permettez l'expression. Nous, on est peut-être un peu trop terre à terre, mais bon, voilà, on échange aussi sur ces terrains-là. Alors, comme il ne nous reste plus que quelques minutes, il y a quelques questions qui sont arrivées et que je trouve effectivement intéressantes. Je n'ai même pas eu l'idée de vous la poser et je m'en veux. Pourquoi le nom Dauphard? Ah, parce que alors je voulais appeler l'entreprise les Dominotiers quand je l'ai créé il y a 20 ans, mais le nom était encore protégé à l'époque. Vous pouvez Euh, rappeler peut-être ce que c'est qu'un dominotier alors, le dominotier, c'est l'origine de notre métier. C'est en fait l'ancêtre du fabricant de papier peint. Le dominotier, c'était celui qui imprimait des dominos, qui étaient donc des papiers décoratifs en feuille à feuille que l'on proposait au départ plutôt pour des objets, de la reliure, etc. Et qui s'est développé au fur et à mesure, à l'intérieur de placards, puis des corps de mobilier, puis les murs. Et donc, un dominotier, c'est celui qui travaille le domino. Donc, c'est notre ancêtre, d'une certaine manière. Donc le nom était Surtout déposé. comment? Pour revenir sur l'origine du nom, vous disiez que dominotier s'était déposé, donc vous ne pouviez pas l'utiliser. Et donc, je ne pouvais pas. Et bon, je ne trouvais pas grand-chose, parce qu'avec mon nom, c'est pas facile. Voilà, c'est pas évident pour trouver un nom d'entreprise. Et il s'avère que j'ai monté l'entreprise sur l'île Dauphard à Saumur. Et on s'est renseigné sur le lieu où on allait s'implanter. Et il s'avère que l'île Dauphard fait partie de ces quelques grandes îles sur la Loire qui permettaient de traverser d'une rive à l'autre. Et on aime bien, on s'est dit, mais au fond, c'est un peu l'idée de cet atelier de faire passer sans complexe et de manière, je pense, assez fluide entre l'ancien temps et notre époque, dans un sens comme dans l'autre. C'est-à-dire que chacun se nourrit, je pense, positivement de l'autre. Et voilà, et on a adopté ce nom de Dauphard. Merci, merci beaucoup. Repose la question de est-ce que vous pourrez parler rapidement du tontis et de Oui. l'origine éventuellement et de la période d'usage. Est-ce que vous savez quelle est la période d'usage C'est une normalement? des plus anciennes techniques dans le domaine du papier peint, puisqu'elle a été le papier peint au départ, c'était quand même est apparu sur les murs pour remplacer les tissus, pour permettre de créer des décors qui imitaient les tissus sans le coût des tissus. Ça a été l'occasion aussi de prendre des parts de marché importantes, puisqu'on importait beaucoup de tissus d'Asie. Et donc, on a encouragé les dominotiers à développer leur savoir-faire pour prendre ces parts de marché. Et la tontisse, donc, a été une des premières techniques, puisqu'elle permettait d'imiter les velours. Et donc, le terme de tontisse vient de l'idée de tonte. Les fabricants de papier peint allaient dans les ateliers de velours et récupéraient les poussières des tontes de velours et les recoller sur le papier pour créer ces effets de velours. Merci beaucoup. Alors, dernière question, et je ne sais pas si vous pourrez y répondre. Quelqu'un demande si vous pouvez donner quelques fourchettes de prix sur les papiers peints. Alors, c'est très vaste. Ça dépend évidemment du nombre de couleurs, des finitions particulières, gaufrage, etc. Notre premier prix, grosso modo, est aux alentours d'une petite cinquantaine d'euros le mètre carré. Donc, pour une couleur imprimée sur un fond. On est allé jusqu'à des 400 euros le mètre carré, mais parce qu'il s'agissait de papier gaufré avec beaucoup de couleurs, avec des dorures, etc. Mais on a pas mal de documents entre une et 5 couleurs, par exemple, qui vont se situer entre 50 euros et une petite centaine d'euros le mètre carré. Merci, merci beaucoup. On est sur la fin là, donc s'il y a d'autres questions des dernières minutes, on les prendra et puis on essaiera d'y répondre directement
peut-être sur la page YouTube des VMF où sera diffusé ce webinaire qui a été enregistré. Moi, d'abord, je vous remercie vraiment infiniment, François-Xavier, pour votre temps, Et moi. pour la présentation que vous avez faite. Je voudrais rappeler à tous ceux qui nous suivent que donc, le webinaire sera disponible bientôt et vous recevrez un email pour vous le dire sur la page YouTube des VMF. N'hésitez pas à le partager, bien évidemment, pour que le plus de monde possible découvre l'atelier et la formidable histoire de François-Xavier. Le prochain rendez-vous du Club Crescendo, ce sera le 25 mai, et ce sera un webinaire consacré aux amoureux du patrimoine. Nous espérons vous y retrouver nombreux une nouvelle fois. Nous aurons d'autres webinaires ensuite en juin et puis en septembre. Si vous voulez suivre l'actualité du Club Crescendo, il suffit de suivre notre page sur le site vmfpatrimoine.org ou bien de vous inscrire à la mailing list de Crescendo. N'hésitez pas à le faire. Encore merci François-Xavier pour votre accueil et très bonne fin de journée à tous. Au revoir. Au revoir.